Le couteau glissa de sa main tremblante et s'écrasa sur le carrelage de la cuisine, résonnant comme un glas dans le silence oppressant de l'appartement de Barcelone. « Tu n'es rien sans moi, Charlotte » avait murmuré Antoine d'une voix rauque, ses doigts encore serrés autour de son poignet, laissant des marques rouges qui brûlaient comme des braises. Dans ce instant suspendu, alors que son cœur cognait contre ses côtes comme un oiseau prisonnier, elle comprit que l'amour qu'elle avait confondu avec la survie n'était qu'une chaîne forgée dans les ombres de leur passé universitaire. C'était il y a 15 ans, à l'université de Barcelone, sous le soleil implacable de la Catalogne, que tout avait commencé. Charlotte, alors une étudiante de 20 ans aux yeux verts perçants et aux cheveux châtains cascadant en boucles rebelles, avait débarqué de Paris avec un bac en poche et un rêve fou, devenir architecte, dessiner des cathédrales de verre qui défieraient le ciel. Fille unique d'un père diplomate et d'une mère artiste, elle portait en elle l'élégance nonchalante des Françaises, une grâce qui masquait une vulnérabilité profonde, forgée par des années de solitude dans les couloirs froids des lycées internationaux. Barcelone l'avait attirée comme un aimant, ses ruelles labyrinthiques du Bari gothique, ses mosaïques gaudiens qui semblaient danser sous la lumière méditerranéenne, et cette liberté effervescente qui contrastait avec la rigidité parisienne de son enfance. Antoine était apparu lors de la première semaine de cours, un Catalan pur souche de 22 ans, grand, aux épaules larges et au sourire carnassier qui illuminait les amphithéâtres bondés. Étudiant en droit, il excellait dans l'art de la rhétorique, démontant les arguments de ses professeurs avec une assurance qui frôlait l'arrogance. Ils s'étaient rencontrés à une fête d'intégration dans un bar enfumé de l'aile Raval, où l'air vibrait de flamenco et de rires avinés. Charlotte, un verre de sangria à la main, avait ri à une de ses blagues sur les bureaucrates madrilènes, et il l'avait embrassée sous les guirlandes lumineuses, ses lèvres goûtant le citron et le désir. « Tu es comme un godille en jupon » avait-il dit, et elle avait rougi, se sentant vue pour la première fois. Leur romance s'était enflammée comme un feu de joie sur la plage de la Barceloneta. Des promenades main dans la main le long du Passeig de Gracia, où Antoine lui racontait les légendes des bâtiments modernistes, des nuits passées à faire l'amour dans son petit appartement du Poble Sec, avec vue sur les toits ocre et le murmure distant de la Rambla. Charlotte se laissait emporter par cette passion vorace, ignorant les premiers signes, ses crises de jalousie quand elle discutait trop longtemps avec un camarade de classe, ses remarques acerbes sur ses robes trop osées pour une future épouse. « Les femmes comme toi ont besoin d'un homme pour les ancrer » disait-il en riant, mais ses yeux trahissaient une possessivité qui la faisait frissonner. Bientôt, les études de Charlotte en architecture devinrent un champ de mine. Antoine, avec son emploi du temps flexible, insistait pour qu'elle l'accompagne à ses soirées avec les fils de bonne famille catalane, où l'alcool coulait à flots et les conversations tournaient autour de l'indépendance et des privilèges. « Oublie tes croquis, ma chérie. Viens danser avec moi. » Elle rangeait ses plans, se sentant rapetissée à chaque concession. Lors d'un examen crucial, il l'avait attendue devant la salle, furieux qu'elle ait refusé une invitation à une manifestation politique. « Tu me fais passer pour un idiot » avait-il sifflé, et ce soir-là, pour la première fois, sa main s'était refermée sur son bras avec une force qui laissa un bleu. Pourtant, l'amour ou ce qu'elle en croyait la liait à lui comme une vigne vierge à un mur fissuré. À la fin de leurs études, Antoine avait décroché un poste prometteur dans un cabinet d'avocats de Madrid, mais il avait choisi de rester à Barcelone pour reconstruire leur avenir. Charlotte, diplômée avec mention, avait accepté un stage modeste dans un atelier d'architecture du quartier de Gracia, rêvant secrètement de projets grandioses. Leur mariage, 2 ans plus tard, fut une affaire intime dans une petite église du quartier gothique, sous les regards approbateurs de leur famille. « Tu es à moi, pour toujours » avait-il murmuré à son oreille, et elle avait souri, ignorant que ces mots étaient une sentence. Les années suivantes s'écoulèrent dans une routine empoisonnée. Antoine gravit les échelons, devenant associé junior, tandis que Charlotte peinait à percer, ses idées jugées trop fantaisistes par des patrons patriarcaux. À la maison, il régnait en maître, critiquant ses dîners, contrôlant ses sorties, transformant chaque dispute en un tribunal où elle était toujours coupable. « Tu es chanceuse de m'avoir, avec ton accent français qui agace tout le monde. » Les nuits où il rentrait tard de ses réunions, elle sentait l'odeur de parfum bon marché sur ses chemises, mais osait à peine questionner. Une fois, ivre de vin rouge, il l'avait plaqué contre le mur de leur salon, son souffle chaud contre son cou. « Si tu me quittes, je te détruis. » Elle avait pleuré en silence, se rappelant la jeune fille rêveuse arrivée en Espagne, et se demandant où elle avait disparu.
C'est dans ce marasme qu'apparut Clara, comme un rayon de soleil perçant les nuages bas de la Sierra de Collserola. 32 ans, originaire de Valence, Clara était une restauratrice d'œuvres d'art, spécialisée dans les fresques médiévales. Athlétique, avec des cheveux noirs coupés courts qui encadraient un visage aux traits ciselés, une peau olive héritée de ses ancêtres andalous, des yeux sombres comme le cacao amer, et une cicatrice fine sur la joue gauche, souvenir d'une chute d'échafaudage lors d'une restauration à Grenade. Elle portait toujours des chemises en lin ample et des pantalons cargo tachés de pigments, une énergie brute qui contrastait avec la fragilité éthérée de Charlotte. Elles se rencontrèrent par hasard, ou peut-être par un caprice du destin, lors d'une exposition temporaire au musée Picasso. Charlotte y était allée seule, échappant pour une heure à l'emprise d'Antoine, prétextant une course pour des fournitures d'architecture. Debout devant un tableau cubiste où les formes se brisaient en éclats de bleu et de rose, elle murmura: « C'est comme si Picasso avait capturé l'âme fracturée d'une femme. » Clara, qui ajustait l'éclairage d'une toile adjacente, se tourna avec un sourire en coin. « Ou l'âme d'un amour qui se recompose. Vous avez l'œil d'une artiste, pas d'une simple visiteuse. » Leurs regards se croisèrent, et ce fut comme si le temps s'arrêtait. Charlotte sentit une chaleur monter en elle, un frisson inconnu qui n'avait rien à voir avec la peur qu'inspirait Antoine. Clara, avec son accent valencien chantant, l'invita à discuter autour d'un café au bord de la Plaza del Rey. Elles parlèrent pendant des heures, de Gaudí et de Miro, de la lumière changeante de la Méditerranée qui inspirait leurs métiers respectifs, de la liberté que procure la création loin des chaînes sociales. À Valence, on dit que l'art est comme l'amour, il guérit ce que les mots ne peuvent pas, dit Clara en sirotant son cortado, ses doigts effleurant accidentellement ceux de Charlotte sur la table en marbre. Ce contact fugace envoya une décharge électrique le long de son bras, un désir brut et pur qu'elle n'avait jamais connu. De retour chez elle, Charlotte se surprit à sourire devant le miroir, revivant la courbe de ce sourire, la façon dont Clara penchait la tête en riant. Antoine rentra tard, comme toujours, et la trouva distraite. « Qu'est-ce qui te rend si joyeuse, tout à coup ?» Une promotion fantôme, railla-t-il, mais elle haussa les épaules, pour la première fois sentant une étincelle de rébellion. Les jours suivants, elle chercha Clara sur les réseaux sociaux, un profil modeste rempli de photos de fresques restaurées et de randonnées dans les montagnes andalouses. Un message timide: « Et si on se revoyait pour parler de cette recomposition ?» La réponse arriva comme une bouffée d'air frais: « Demain, au parc de la Ciutadella. Apporte ton carnet de croquis. » Leur seconde rencontre fut un enchantement. Assise sur un banc ombragé par des palmiers centenaires, entourée du chant des fontaines et des cris joyeux des enfants, elles partagèrent des secrets comme des bonbons acidulés. Clara raconta son enfance dans les orangers de Valence, sa découverte tardive de son orientation, un baiser volé à une amie lors d'une fête de la Tomatina, qui avait tout changé. « J'ai fui les jugements familiaux pour Barcelone, où l'on respire plus librement. » Charlotte, le cœur battant, avoua ses doutes sur son mariage, sans entrer dans les détails sombres. Antoine. Il était mon tout, à l'université. Mais maintenant, c'est comme si j'étais une ombre de moi-même. Clara posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé: les ombres peuvent redevenir lumière, si on ose. À partir de là, leur rencontre devint un rituel secret. Des promenades le long de la côte de Badalona, où les vagues léchaient les galets et que Clara cueillait des coquillages pour en faire des pendentifs, des après-midi dans l'atelier de Clara, niché dans une ruelle du Born, où Charlotte esquissait des designs inspirés par les pigments frais que son amie mélangeait. L'air s'emplissait d'une tension palpable, des regards qui s'attardaient, des silences lourds de non-dits. Une soir, sous un ciel étoilé au sommet de Montjuic, Clara murmura: « Charlotte, tu es comme une cathédrale inachevée belle, mais attendant sa voûte. » Leurs lèvres se frôlèrent enfin, un baiser doux et hésitant qui explosa en une passion dévorante, les mains de Clara glissant dans les cheveux de Charlotte, leur corps se pressant contre un olivier millénaire. Pour la première fois depuis des années, Charlotte se sentit vivante, entière. Clara lui offrait non pas une possession, mais une égalité, des discussions enflammées sur l'art et la vie, des rires qui guérissaient les plaies invisibles. Pourtant, le fantôme d'Antoine planait. Chaque mensonge pour sortir une réunion avec un client pesait comme un péché. Et un soir, alors qu'elle rentrait tard, il l'attendait dans le salon, un verre de whisky à la main, les yeux injectés de sang. « Où étais-tu vraiment ?» gronda-t-il,
et quand elle balbutia une excuse, sa paume s'abattit sur la table, faisant trembler les verres. Ne me mens pas, Charlotte. Je sais quand tu mens. Les semaines suivantes furent un tourbillon de dualité, un balai précaire entre l'extase et la terreur. De jour, Charlotte feignait la normalité, sourire forcé lors des dîners d'affaires d'Antoine, où il paradait son épouse comme un trophée poli. De nuit, elle s'échappait dans les bras de Clara, leur corps entrelacés dans l'appartement exigu de cette dernière, au-dessus d'une librairie d'occasion du quartier de l'Eixample. Là, entre des draps froissés imprégnés d'odeur de lavande et de peinture à l'huile, elles exploraient un amour neuf, timide au début, puis fougueux. Clara, avec sa tendresse instinctive, embrassait chaque courbe de Charlotte comme si elle redessinait un chef-d'œuvre effacé, le creux de sa nuque, la ligne de ses hanches, les fossettes au bas de son dos. « Tu es exquise », murmurait-elle en français approximatif, appris pour Charlotte lors de leur premier rendez-vous, et ces mots, maladroits, touchaient plus profondément que n'importe quelle déclaration d'Antoine. Clara incarnait pour Charlotte une liberté qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Issue d'une famille modeste de pêcheurs, elle avait gravi les échelons par sa seule volonté, refusant les conventions qui étouffaient les femmes de sa génération. À Valence, on m'a dit que les filles comme moi devaient se marier et élever des enfants. J'ai préféré restaurer des vies enfouies sous la poussière des siècles, confiait-elle un matin, alors qu'elle prenait leur petit déjeuner sur un balcon minuscule, face aux flèches de la Sagrada Familia en construction perpétuelle. Charlotte, émerveillée, lui racontait ses propres rêves avortés, un projet d'école écologique à la périphérie de Barcelone, inspiré par les jardins suspendus de Gaudí, qu'Antoine avait moqué comme utopique et coûteux. Clara l'écoutait sans juger, puis sortait son carnet de croquis pour esquisser des idées folles, des vitraux solaires, des murs vivants de lierre luminescent. « Fais-le. Pour nous. » Cette « nous » effraya et enivra Charlotte. Pour la première fois, elle envisageait une vie sans Antoine, un horizon où l'amour n'était pas une prison dorée. Elle passait des dimanches entiers au marché de la Boqueria, dénichant des épices rares pour des paellas improvisées, riant des touristes égarés. Clara dansait avec elle dans les rues animées lors de la Festa Major, ses hanches se balançant au rythme des castagnettes, ignorant les regards curieux. « Laisse-les regarder, disait-elle. Ils envient notre feu. » Et Charlotte, qui avait toujours courbé l'échine sous le poids des attentes, se redressait, sentant ses ailes invisibles se déployer. Mais la réalité rattrapait toujours, comme une marée montante. Antoine, de plus en plus suspicieux, fouillait son téléphone quand elle dormait, notait ses horaires avec une précision maniaque. Un soir, il organisa un dîner surprise avec des collègues, l'obligeant à annuler un rendez-vous avec Clara. « Montre-leur que tu es la femme parfaite », ordonna-t-il, et pendant le repas, alors qu'ils vantaient leurs années heureuses, Charlotte sentit la bile monter. Clara, de son côté, comprenait sans un mot, un message discret, « Je t'attends toujours, mon phare. » Ce soutien silencieux la terrifiait autant qu'il la réconfortait, et si Antoine découvrait? Et si elle blessait Clara, cette perle rare? Le conflit éclata lors d'une nuit d'orage, typique de l'automne catalan, où le vent hurlait depuis la mer comme un amant éconduit. Charlotte, retardée par une averse torrentielle, arriva trempée chez Clara, ses cheveux plaqués sur son visage, sa robe collant à sa peau comme une seconde peau. Elles se réfugièrent dans l'atelier, allumant une bougie unique qui projetait des ombres dansantes sur les toiles inachevées. « J'ai peur », avoua Charlotte, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. « Antoine. Il me tient par des chaînes que je ne vois même pas. » Clara l'attira contre elle, ses bras forts comme des remparts. « Alors brise-les. Pour toi, pour nous. » Leur baiser, ce soir-là, fut un serment, urgent, désespéré, leur corps se fondant dans une danse primitive sur le plancher craquant. Pourtant, la trahison guettait, non pas d'Antoine, mais d'un allié inattendu. La meilleure amie de Charlotte, Sophia, une graphiste flamboyante qu'elle avait rencontrée à l'université, avait remarqué son changement. Lors d'un café forcé au café de l'Academia, Sophia la confronta. « Tu rayonnes, mais tes yeux sont hantés. » « C'est lui, n'est-ce pas? Ou quelqu'un d'autre ?» Charlotte, imprudente dans sa vulnérabilité, laissa échapper le nom de Clara. Sophia, loyale mais imprégnée des codes machistes de leur cercle social, fronça les sourcils. « Une femme? » Charlotte, pense à Antoine. Pense à ton mariage. C'est une phase,
une rébellion contre ton ennui. Blessée par ces mots, Charlotte se tut, mais Sophia, convaincue de la sauver, agit dans l'ombre. Le lendemain, Antoine confronta Charlotte dans leur chambre, son visage déformé par une rage froide. « Clara Ruiz, c'est ça? La restauratrice que tu vois pour tes croquis ?» Il brandissait son téléphone, des captures d'écran de messages anodins que Sophia lui avait envoyés anonymement. « Tu me prends pour un imbécile ?» Charlotte blêmit, le monde basculant. « Comment ?» balbutia-t-elle, mais il l'interrompit d'un rire amer. « Ton amie bien intentionnée. Elle voulait te protéger de ton erreur. » La gifle vint ensuite, rapide et cuisante, projetant Charlotte contre le mur. « Espèce de traînée française. Tu vas regretter ça. » Hébétée, elle s'enfuit dans la nuit, courant à travers les rues luisantes de pluie vers l'appartement de Clara. Celle-ci l'accueillit sans question, la serrant contre elle tandis que les sanglots secouaient le corps de Charlotte. « Il sait tout. » Clara, les yeux flamboyants de colère contenue, jura, « Tu n'es pas seule. On affrontera ça ensemble. » Mais au fond d'elle, Charlotte sentait le sol se dérober, la trahison de Sophia, ce couteau dans le dos d'une amie d'enfance, brisait plus que sa confiance, elle fissurait l'image qu'elle avait de son propre monde. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Antoine, maître de la manipulation, alternait entre fureur et supplication larmoyante. « C'était une erreur, mon amour. Rentrons, je te pardonnerai. » Il bloqua ses cartes, appela ses parents à Paris pour les alarmer. « Votre fille a une crise, une aventure ridicule » et harcela Clara par message, la traitant de « séductrice de bas étage ». Clara, stoïque, changea de numéro et renforça les serrures de son atelier, mais le poison s'infiltra, des regards fuyants dans les rues, des murmures lors des expositions où elles se croisaient autrefois librement. Charlotte, déchirée, trouva refuge dans son travail. Elle reprit son projet d'école écologique avec une ferveur nouvelle, transformant sa douleur en lignes architecturales audacieuses, des dômes ouverts sur le ciel, symbole de renaissance. Clara l'accompagnait parfois, incognito, posant comme une consultante en couleur. « Regarde, ces vers rappellent tes yeux, » disait-elle pour la faire sourire. Leur amour, loin de s'éteindre, se fit plus profond, plus résilient, des lettres manuscrites glissées dans des poches, des rendez-vous codés dans des parcs périphériques. Pourtant, la pression montait. Sophia, rongée par la culpabilité, tenta de s'excuser, « Je pensais te sauver d'une folie. Antoine est ton mari. » Charlotte, le cœur en miettes, coupa les ponts, « Tu m'as trahi pour un fantôme. » Le point de non-retour survint lors d'une confrontation orchestrée par Antoine au Musée national d'art de Catalunya, où Charlotte présentait ses plans à un jury potentiel. Il surgit au milieu de la galerie, entouré de témoins collègues, amis communs et hurla ses accusations. « Ma femme couche avec une lesbienne. Regardez-la, la traîtresse. » Les murmures s'amplifièrent, les flashs des téléphones crépitèrent. Charlotte, figée devant ses maquettes, sentit le monde s'effondrer. Puis, comme une furie sortie des abysses, Clara apparut, fendant la foule. « Assez » tonna-t-elle, sa voix résonnant sous les voûtes gothiques. Elle se planta devant Antoine, le toisant de toute sa hauteur. « Charlotte n'est pas ta propriété. Elle est une femme libre, et notre amour est plus vrai que ton emprise toxique. » Le silence tomba, lourd comme un linceul. Antoine, déstabilisé, balbutia des insultes, mais la sécurité intervint, le raccompagnant dehors sous les huées discrètes. Charlotte, tremblante, se tourna vers Clara, leurs mains se trouvant dans la cohue. « Merci, » murmura-t-elle, et dans ce regard échangé, au milieu des chefs-d'œuvre silencieux, naquit une résolution, il était temps de choisir la lumière. La révélation publique au musée fut le catalyseur d'un chaos orchestré, mais aussi le début d'une libération âprement gagnée. Les jours qui suivirent, Barcelone bruissa de rumeurs, le scandale d'une architecte française et de sa muse valencienne, opposée à un mari avocat déchu. Les tabloïds locaux, avides de drames domestiques, titrèrent sur l'amour interdit sous les coupoles de Montjuic, mais Charlotte, soutenue par Clara, refusa de se cacher. Elles louèrent un petit appartement temporaire dans le quartier cosmopolite de Poblenou, avec vue sur la mer et les grues industrielles qui symbolisaient, pour Charlotte, une reconstruction possible. « Ici, on recommence » dit Clara en déballant les cartons,
ses mains tachées de terre cuite effleurant celles de Charlotte. Antoine, cependant, ne capitula pas. Son cabinet, sentant le vent tourner, le mit à l'écart, et sa fierté blessée se mua en vengeance mesquine. Il engagea un détective privé pour fouiller le passé de Clara, découvrant son coming-out tumultueux à Valence, une brève relation avortée avec une artiste qui avait fini en procès pour diffamation. Regarde ce que tu fréquentes, une femme instable, avec un historique de drame, envoya-t-il à Charlotte par email, jointe des photos granuleuses de Clara lors d'une manifestation LGBTQ+ des années précédentes. Pire, il contacta l'atelier d'architecture de Charlotte, insinuant que son comportement immoral nuisait à sa réputation professionnelle. Le patron, un traditionnaliste catalan, la convoqua. Nous apprécions ton talent, mais pense à ton image. Et à ton mariage. Charlotte, le cœur serré, affronta la tempête intérieure. Allongée dans les bras de Clara cette nuit-là, écoutant le ressac lointaine de la Méditerranée, elle confia. Et si j'ai tout gâché? Ma carrière, ma famille. Clara, traçant des cercles apaisants sur son dos, répondit avec cette sagesse terre accent grave terre qui la définissait. Gâché? Non, révélé. Antoine était un mirage, une illusion forgée à l'université pour masquer ta peur de l'inconnu. Moi, je suis réelle, nos cicatrices, nos rires, nos silences. Elles firent l'amour lentement, comme pour sceller un pacte, leur souffle se mêlant au murmure de la ville endormie. Leur relation, testée par l'adversité, fleurit en une intimité profonde, humaniste, imprégnée de cette sensibilité française que Charlotte insufflait, des dîners aux chandelles où elle lisait des extraits de George Sand ou de Marguerite Yourcenar, discutant de l'amour féminin comme d'un art subversif. Clara, curieuse, apprit des rudiments de français pour surprendre Charlotte. Je t'aime, ma cathédrale, et ensemble, elles visitèrent les villages perchés de la Costa Brava, marchant main dans la main sur des sentiers bordés de pins parasols, ignorant les regards occasionnels. En Espagne, l'amour lesbien est encore un murmure, nota Clara un soir, alors qu'elle partageait une bouteille de cava face au golfe de Rose. Mais avec toi, je veux le crier au monde. Pourtant, le climax du drame survint lors d'une confrontation finale, orchestrée par le destin dans les ruines du château de Cardona, à 2 heures de Barcelone. Antoine, apprenant que Charlotte y présentait un workshop sur l'architecture durable pour une association LGBTQ+ friendly, y débarqua sans invitation, son costume froissé et son regard fiévreux. Le château, avec ses tours médiévales dominant une vallée brumeuse, semblait un décor shakespearien, vent froid balayant les remparts, écho de pas sur la pierre usée. Charlotte, au milieu d'un groupe d'étudiants enthousiastes, expliquait comment intégrer des éléments gothiques catalans dans des bâtiments éco-responsables, quand il surgit, vociférant, « C'est moi qui t'ai faite. Sans moi, tu n'es rien qu'une rêveuse paumée. » Le groupe se figea, mais Charlotte, cette fois, ne trembla pas, soutenue par Clara qui l'avait accompagnée discrètement. Elle se redressa, sa voix claire résonnant comme un appel aux armes. « Tu te trompes, Antoine. À l'université, tu m'as attiré avec des promesses, mais tu m'as étouffé avec tes chaînes. Notre mariage était un cauchemar que j'ai toléré par peur de l'échec, de la solitude, de qui je suis vraiment. » Les mots coulaient, libérés après des années de silence, les bleus cachés, les rêves piétinés, la jalousie qui avait rongé son âme. Clara m'a appris l'amour vrai, égal, nourrissant, sans possession. Tu n'as jamais su ça. Antoine, blême, tenta une dernière salve, tu regretteras. Je divorcerai, te laisserai sans un sou. Mais Clara s'avança, sa présence comme un bouclier. Divorcer, oui. Et laissez-la renaître. Votre emprise est brisée. Un étudiant, audacieux, filma la scène, et le lendemain, la vidéo virale transforma le scandale en symbole, liberté-amour, trending sur les réseaux espagnols, avec des témoignages de femmes piégées dans des mariages toxiques. La trahison d'Antoine culmina quand il tenta une ultime manipulation, falsifier des documents pour contester la garde d'un hypothétique enfant. Il n'en avait pas, mais il en inventa l'idée pour la blesser. Confronté par un avocat engagé par Clara, une amie de Valence spécialisée en droit des femmes, il s'effondra, avouant en larmes lors d'une médiation, « J'avais peur de te perdre, Charlotte. À l'université, tu étais si libre. J'ai voulu te garder. » Ce moment, pathétique, humanisa son monstre, un homme brisé par ses propres insécurités,
élevée dans une Espagne franquiste résiduelle où l'amour se mesurait en contrôle. Charlotte, émue malgré tout, lui souhaita « Trouve-toi, Antoine. Libère-toi comme je le fais. » Sophia, témoin de cette catharsis via un appel contrit, s'excusa formellement « J'ai trahi par peur, moi aussi. Pardonne-moi. » Charlotte, magnanime, accepta une amitié distante. La trahison enseigne, Sophia. Mais l'amour pardonne. Ce pardon, tissé de fils humains imparfaits, marqua le virage vers une résolution plus profonde. Clara et Charlotte, épuisées mais unies, rentrèrent à Barcelone sous un ciel limpide, le soleil couchant peignant la mer en or. Leur amour, forgé dans le feu, s'approfondit, des projets communs naquirent, comme un centre culturel dédié aux artistes queer, mêlant architecture et restauration. Charlotte soumit son école écologique à un concours international, intégrant des touches de Clara des fresques murales inspirées de Picasso, symbole de recomposition. « C'est nous, là-dedans, dit-elle en montrant les plans. » Pourtant, des ombres persistaient, les appels sporadiques des parents de Charlotte, choqués par le divorce imminent, les nuits où l'angoisse ressurgissait, faisant douter Charlotte de sa force. Clara, patiente, la berçait, « L'amour n'est pas linéaire, ma chérie. C'est une danse, avec des faux pas. » Elles explorèrent ensemble une sensualité plus nuancée, des caresses langoureuses sous la lune de Cadaqués, où le surréalisme de Dalle semblait célébrer leur union. « Tu es mon Dalle, plaisantait Clara, tordant la réalité en beauté. » Au fil des mois, le tumulte s'apaisa, laissant place à une quiétude conquise, imprégnée de cette humanité française que Charlotte chérissait, l'acceptation des failles comme partie d'un tout plus grand. Le divorce fut prononcé dans une salle d'audience anonyme de Barcelone, Antoine signant les papiers d'une main tremblante, murmurant un « désolé » qui, pour la première fois, sonna vrai. Il quitta la ville pour Madrid, reprenant son cabinet avec une humilité nouvelle, thérapiée pour ses démons. Charlotte, libérée financièrement par un règlement équitable, investit dans son projet. L'école Luz Renacida ouvrit ses portes dans les faubourgs de Gracia, un édifice aux courbes organiques, vitraux filtrant la lumière en arc-en-ciel, et atelier où les enfants queer apprenaient l'art sans jugement. Clara, promue conservatrice adjointe au musée Picasso, intégra des expositions temporaires sur l'amour féminin dans l'art catalan, des œuvres de Maruja Malo aux esquisses lesbiennes cachées de Picasso lui-même. Leur vie commune, dans un appartement rénové du Born avec balcon sur la cathédrale, devint un havre, matin paresseux avec café au lait et croissants importés de Paris, soirée à composer des playlists mêlant Piaf et Rosalia. L'intimité physique évolua en une symphonie, des nuits où Clara peignait le corps de Charlotte avec des pigments comestibles, traçant des motifs floraux qui s'effaçaient sous les baisers, des après-midi de randonnée dans la Sierra de Montserrat, où leur rire échouait comme une prière païenne. Le dénouement humain vint lors d'un voyage à Paris, invité par les parents de Charlotte pour un Noël réconciliateur. La mère, une peintre aux yeux lasses, embrassa Clara comme une fille. « Tu lui rends sa lumière, merci. » Le père, stoïque, offrit un vieil atlas architectural. « Pour tes rêves, ma fille. » Antoine, apprenant la nouvelle par courriel, envoya une carte. « Je suis heureux pour toi. Trouve la paix que je t'ai volée. » Ce geste, modeste, boucla le cercle, la trahison transformée en leçon, l'amour toxique en souvenir distant. Un an plus tard, sous le pont piétonnier de la Seine Prontée au début ce même lieu, lors d'une averse d'été, Charlotte avait demandé Clara en mariage avec une bague forgée d'un coquillage de Badalona, elles échangèrent des vœux. Dans cette danse de vent et de vagues, je choisis toi, pour toujours, dit Charlotte, larmes aux yeux. Clara, riant à travers l'émotion, répondit, et moi, je te peins en couleurs éternelles. Autour d'elle, Barcelone applaudissait, amis, famille, même Sophia, réintégrée comme témoin honorifique. Leur histoire, loin d'un conte rose, était un témoignage humaniste, l'amour lesbien comme force alchimique, transmutant la douleur en résilience, la trahison en pardon. Charlotte, désormais partenaire principal de son atelier, supervisait des projets à travers l'Espagne, infusant chaque design d'une ouverture des espaces pour tous, comme leur cœur. Clara, à ses côtés, restaurait non plus seulement des toiles, mais des âmes brisées par des ateliers gratuits pour survivantes de violences conjugales. Dans les ruelles de Barcelone, où le flamenco pleure et rit encore, leur ombre s'allongeait, un rappel que l'amour vrai, qu'à dramatique et romantique, fleurit dans les fissures.
Et si le cauchemar d'Antoine avait été le terreau fertile, c'est parce que Charlotte, enfin, avait osé semer des graines de lumière.